Merci Jean-Michel Descugis d'avoir accepté l'invitation de Philo-Décrypte pour parler du narcotrafic, un univers de plus en plus violent et tentaculaire qui recrute des hommes de main de plus en plus jeunes. D'ailleurs, avec deux autres journalistes, vous venez de publier un livre enquête stupéfiant qui raconte ces tueurs à gages, souvent mineurs, qui, pour quelques milliers d'euros, n'hésitent pas à être les bras armés de parrains généralement planqués à l'étranger. Des gamins qui diffusent ensuite les images de leurs exploits sur les réseaux sociaux. Au Figaro, puis au Point, aujourd'hui grand reporter au Parisien, vous êtes un journaliste de terrain qui depuis 30 ans enquête dans cet univers police-justice et vous n'avez pas peur de prendre des risques. Ce qui vous a permis de vous illustrer en révélant un certain nombre d'affaires, notamment sur l'islamiste Tariq Ramadan, mais vous avez aussi été au cœur des attentats de 2015, Bataclan notamment, ce qui vous a permis de publier un livre, Les coulisses du 13 novembre, avec à la clé un certain nombre de révélations. D'ailleurs, vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres, notamment Le ministre de la Justice et Place Beauvau, ou encore La poudrière sur l'ultra-droite. Une de vos dernières enquêtes, l'affaire d'un célèbre rappeur marseillais dont un proche a été assassiné pour faire pression sur lui afin de lui extorquer des sommes importantes, et vous avez révélé que derrière cette affaire, on trouvait la DZ Mafia qui domine aujourd'hui le trafic de drogue en France. Ma première question, justement, alors qu'on parle aujourd'hui en France de 3000 points de deal qui réaliseraient entre 3 et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui emploieraient de 200 à 300 000 personnes, est-ce qu'au fond, on n'exagère pas l'importance de ce narcotrafic? Ce ne sont pas des chiffres exagérés, ils proviennent du rapport de la commission d'enquête du Sénat. Donc c'est des chiffres fiables qui sont en rapport un peu avec les chiffres connus des bénéfices que peuvent rapporter l'économie de la drogue dans le monde, qui est d'à peu près 320 milliards. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, un point de bascule, et même avec un risque de mexicanisation, comme disait le ministre de l'Intérieur? Alors, c'est pas le ministre de l'Intérieur, le premier, c'est le procureur de Marseille, Nicolas Besson, qui a parlé lors d'une conférence de presse il y a quelques mois de mexicanisation. Donc, c'est un terme qu'on reprend aussi. Il ne fait pas peur. Alors, évidemment, on n'est pas dans la situation du Mexique. Le Mexique, c'est des dizaines de milliers de morts par an. En France, on est à 440 en 2024 et 2023 par an liés au trafic, les homicides, des règlements de compte, beaucoup moins, mais les choses sont les mêmes. C'est-à-dire, c'est l'ultra-violence, mais l'ultra-violence, torture, la barbarie, avec des scènes qui sont terribles. Un détenu qui va endormir un autre et qui va le violer, qui va ensuite balancer ça sur les réseaux sociaux, c'est des jeunes, des petites mains de trafic qui sont eux-mêmes victimes de caïds, et qui sont torturés, brûlés. Ce sont des cadavres qu'on retrouve dans les coffres de voitures, des gens qui ont été brûlés vifs, démembrés. Pourquoi Marseille semble plus touchée que les autres villes? Il y a une tradition historique à Marseille de trafic, de drogue, c'était la fin dans les années 70. Puis, Marseille, c'est aussi un port. Donc, le port, bien évidemment, c'est une passoire. Le port de Marseille est une passoire. La drogue arrive par le port de Marseille. Donc, c'est une plaque tournante, évidemment. Et puis, c'est une ville pauvre, précarité, beaucoup d'immigration. Et évidemment, tenue par la bureaucratie. Qui a blanchi pendant des années beaucoup d'argent dans les établissements à Marseille. Aujourd'hui, vous avez des groupes criminels très jeunes, très violents, qui ont pris le dessus sur ces groupes traditionnels et qui se mettent aussi à racketter ces établissements qui étaient tenus par les corsos marseillais. Bien maintenant, ils changent de main et ils sont tenus par
la DZ Mafia par exemple, mais d'autres aussi groupes criminels. Et ça s'étend, c'est un mode opératoire, mais aussi un savoir-faire, parce entre guillemets, qui s'étend, qui est copié par d'autres groupes criminels à travers la France, même dans les communes moyennes. Et c'est ça la nouveauté, c'est que Marseille a toujours eu des règlements de compte. Alors, il y a eu beaucoup ces dernières années, beaucoup plus que d'habitude. Une première, d'ailleurs, 49 morts en 2023, c'est énorme. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une commune en France qui échappe au trafic de drogue. Un patron de la PJ marseillaise qui aurait dit, selon un membre de Philo Décrypte, que la presse ne connaissait qu'une partie même de la violence et des règlements de compte à Marseille. Alors, il y a des gens qui disparaissent, et finalement, des séquestrations, des choses comme ça, et dont on ne retrouve jamais le corps. Effectivement, c'est aussi des gens qui sont séquestrés et qui ne vont pas porter plainte. Ces trafiquants, en général, trafiquant ne va pas porter plainte contre un autre trafiquant. Alors, effectivement, il y a un chiffre noir. Il y a aussi des fusillades qui ne sont pas pris en compte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette DZ Mafia dont vous parlez beaucoup dans votre livre? Quelle est son origine? Comment elle fonctionne? Ses chefs, ses territoires? Où elle est implantée? Vous avez l'air de dire qu'elle se développe énormément. Oui, elle a un pouvoir hégémonique. Elle est née il n'y a pas très longtemps, hein, en 2022. Elle est apparue en 2022. En fait, elle est née, la DZ Mafia, sur les cendres d'autres groupes criminels. Elle a mené en 2023 une guerre très importante contre un autre gang qui s'appelait Yoda. Il y a à l'origine à peu près 35 morts à Marseille en 2023. Et elle a gagné. En employant des tueurs à gages. C'est ça le mode opératoire très nouveau. Ils ont recruté des jeunes de quartier, des petites mains du trafic, qui étaient guetteurs, qui étaient vendeurs, et qui ont été recrutés sur les réseaux, sur le darknet, pour tuer des gens qui ne connaissaient pas en général, donc ne connaissaient même pas le nom, à qui on donnait via les réseaux une photo, un point GPS, une arme. Donc on a comme ça un jeune Mathéo dont on parle dans notre livre, tu regardes, qui a 18 ans. 6 assassinats en un mois, c'est ça? 6 assassinats au mois de mars. Il est arrêté en avril. Et en plus, il a la particularité de se filmer effectivement avant de tuer, de se mettre en scène, et puis ensuite il filme aussi les 6 assassinats pour prouver qu'il a bien assassiné. Alors vous dites que le chef de la DZ Mafia est en Algérie. D'ailleurs, DZ... Ça veut dire Algérie. Algérie, oui. Ils se sont calqués par rapport à un autre groupe criminel qui s'appelle la Mokro Mafia, qui est aux Pays-Bas, et qui, lui, les Marocains, voilà. Et là, on est vraiment, oui, la plupart sont issus de l'immigration algérienne. Ils sont français. Alors, quels sont les chefs? Vous dites qu'il y a un chef qui serait planqué en Algérie? Alors, il n'est plus vraiment le chef opérationnel, mais effectivement, c'est quelqu'un qui a été longtemps le chef de la mafia et qui aujourd'hui importe le cannabis sous son nom cétique. Et il a une trentaine d'années, un peu plus. Il a joué dans un film. D'ailleurs, il y en a d'autres de ce clan qui ont fait du cinéma. Il y en a même un qui a été césarisé et qui est aujourd'hui en prison, doublement mis en examen. S'est retrouvé dans une histoire de meurtre. Alors, est-ce qu'on peut dire, comme l'avait suggéré le Nouvel Obs l'année dernière dans une enquête, que le trafic de drogue en France est un peu monopolisé par la communauté maghrébine, ou c'est une extrapolation hasardeuse? Ça a beaucoup évolué en 30 ans. Avant, il y avait des importateurs, il y avait les grossistes et les gens qui vendaient. Il y a 30 ans, ceux qui vendaient, c'était les Maghrébins. Mais Hunter a été plutôt Marseillais, Corso, Marseillais, importé. Ils vendaient aux cités, quoi. Et avec l'ouverture des frontières dans les années 90, tout ça a éclaté. Et les types des cités se sont dit, pourquoi nous, on n'irait pas nous chercher nous-mêmes la drogue, le cannabis notamment. Et ça a éclaté totalement le trafic de drogue, qui est aujourd'hui devenu totalement incontrôlable et totalement morcelé, avec la violence qui va avec. C'est beaucoup moins hiérarchisé et tout le monde peut devenir trafiquant. Il suffit d'aller chercher de la drogue en Espagne via le Maroc. Avant, les caïds contrôlés, il y avait des guerres, mais c'était des guerres vraiment de territoire. Ça ne durait jamais très longtemps et c'était les caïds qui tuaient d'autres caïds. Aujourd'hui, vous avez la DZ Mafia, par exemple, elle fait appel à des gamins. Ils vont essayer de terroriser
des quartiers en allant rafaler au pied des tours un point de deal et en tuant évidemment n'importe qui. Souvent des petites mains du trafic et parfois des victimes collatérales comme cette étudiante qui a été tuée au 3e étage de son immeuble pleine nuit alors qu'elle étudiait sa tâche de travail. Elle a pris une rafale de Kalachnikov dans le crâne. C'est le jeune Hanim Fayed à l'arrière de la voiture de son oncle qui a été victime comme ça d'une rafale Kalachnikov. On sait aussi que, par exemple, un groupe terroriste comme le Hezbollah vit beaucoup du trafic de stupéfiants. Est-ce qu'il y a des connexions en France entre cette communauté maghrébine qui gère une partie du trafic de stupéfiants et certains réseaux islamistes? Dans les dossiers actuels, on n'a pas ça. Il n'y a pas de lien, si vous voulez. On pourrait penser qu'effectivement, la lutte terroriste se finançait avec l'argent de la drogue, du trafic de la drogue en France. Pour l'instant, il n'y a pas de passerelle. Il y a des délinquants, effectivement, qui pouvaient venir du trafic de drogue. Le frère Kouachi, par exemple, pouvaient tout d'un coup basculer dans l'islamisme et dans le terrorisme. Mais des liens entre islamistes et trafiquants de drogue, on n'en a pas. Mais c'est une évolution, parce que les Maghrébiens ont pris en main le trafic. Aujourd'hui, c'est eux. Ils ont vraiment pris le dessus sur le milieu, on va dire, traditionnel, corso-marseillais. En 2008, par exemple, il y a quelque chose d'important. Vous avez les milieux corso-marseillais qui suppriment un voyou maghrébin qu'on appelle le rôtisseur, parce qu'il a l'habitude de faire voler ses victimes dans un coffre de voiture. Donc ce type a été éliminé par un caïd qui s'appelle Ange Toussaint Ferrichi, qui est un caïd de Corse, et qui va aller le tuer au bar des Marronniers. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Le milieu corse n'a plus le moyen d'aller tuer des leaders de la mafia, parce qu'ils sont trop nombreux, trop armés, et surtout qu'ils ont une main d'œuvre infinie, interchangeable, des petites mains de trafic dans les quartiers. Et chaque jour, vous avez des gamins déscolarisés, totalement déstructurés, qui vivent dans ces quartiers, qui bien sont happés par le trafic de drogue, 12 ans, 13 ans, et qui sont happés par cette économie souterraine qu'on a laissé s'installer dans les quartiers, parce que moi, il y a 30 ans, j'ai commencé à travailler dans les quartiers, et à l'époque, les journalistes, on pouvait rentrer dans ces quartiers. Aujourd'hui, c'est devenu incontrôlable, mais on a laissé tranquilliser le trafic de drogue dans ces quartiers. Les voyous ont pris les quartiers. Alors vous dites que la DZ Mafia, c'est presque devenu une marque, c'est-à-dire que c'est une organisation assez éclatée, où finalement, des gens peuvent se revendiquer de la DZ Mafia sans qu'il y ait une organisation verticale avec un chef suprême qui donne des ordres à tout le monde. C'est presque une entente, la DZ Mafia. En gros, c'est une fédération d'associations criminelles. On fait appel à la DZ Mafia pour un soutien logistique, pour des armes, pour des soldats, pour les tueurs. On lui demande effectivement si on peut s'installer dans un endroit, etc. S'il n'y a pas de conflit d'intérêts, ils nous autorisent. Et ils prennent des parts comme ça de marché dans les réseaux. Par exemple, il y a des conflits d'intérêts, par exemple à Nîmes, entre deux cités importantes où il y a du gros trafic de drogue. Ils sont en conflit. Et un des Val-de-Bourg va faire appel à la DZ Mafia pour régler les conflits, pour prendre le dessus sur l'autre. Et donc ils viennent, ils amènent des armes, des tueurs, et ils règlent le compte, mais ils prennent le dessus et ils prennent des parts, 30% des parts par exemple du réseau. Donc et ils font ça un peu partout en France. Ils sont à Dijon, ils sont à Valence. À Valence, c'est extraordinaire. À Valence, vous avez un des chefs de la mafia qui était en prison à Valence jusqu'à la fin de sa vie et qui continue évidemment à mener son business depuis la prison, il fait la commandité des meurtres, et de sa prison, il a installé la DZ Mafia à Valence. Quel est le profil de tous ces gamins qui sont recrutés par ces trafiquants de drogue et qui font des choses absolument horribles? Donc ce sont des gamins, ce sont des petites mains du trafic qui commencent comme guetteurs, vendeurs, et qui vont être recrutés à un moment X parce que on va leur inventer une dette, parce qu'on va on va leur promettre monts et merveilles, et ils vont être recrutés comme ça sur les réseaux sociaux. C'est des gamins extrêmement déstructurés, qui sont en rupture scolaire, en rupture sociale, souvent dont les parents sont eux-mêmes des trafiquants,
Le gamin de 14 ans qui a tué le chauffeur de BTC, ses parents étaient en prison, c'est des trafiquants. Ils sont totalement déstructurés. La vie, pour eux, n'a aucune importance. Ils vivent dans un monde parallèle avec leur propre code, leur propre loi. La loi des plus forts. Alors comment on a fabriqué ces monstres en France? Parce qu'ils sont français, ces gamins. C'est des bêtes sauvages. Ils sont nés dans des ghettos où on a laissé s'installer une économie parallèle, et l'économie de la drogue, qui rapporte énormément d'argent. Et vous avez tous les jours des gamins qui quittent le système scolaire et qui sont happés par ce trafic de drogue, par ces réseaux, et qui sont dans l'ultra-violence, biberonnés aux jeux vidéo, mais pas seulement. Ils ont regardé les séries Narcos et ils ont calqué leur mode opératoire sur ces séries-là. Vous parlez aussi d'une certaine Alicia, dont vous dressez le portrait, je crois que c'est dans un chapitre au début du livre, en disant que les filles prennent le relais. C'est une jeune femme, comme vous la voyez, elle dénote un peu dans l'imagerie de la DZ, parce que c'est la... Vous l'avez rencontrée? Je ne l'ai pas rencontrée parce qu'elle est en prison, mais j'ai eu Fabien au téléphone longuement. J'ai eu accès à ses auditions. C'est une fille qui a été happée par le trafic de drogue. Il y a eu des différents fiancés qui étaient des trafiquants et qui est devenue, ça c'est une première, chef de réseau pour la DZ Mafia. C'est elle qui s'est occupée de toute la logistique du double meurtre qu'il y a eu en Espagne. C'est le beau-frère du caïd qui était le chef de la Nunda, là, et a été tué. C'est elle qui s'est occupée de toute cette logistique. Dans ce raid qui a eu lieu, il y avait 8 femmes. Et les femmes, effectivement, aujourd'hui, très nouveau. Avant, elles avaient des rôles de subalternes dans la criminalité organisée. Et elle, chef de réseau, a organisé des meurtres. Donc là, il n'y a pas de voile. Je peux affirmer leur autorité sur des mecs. Là, il n'y a pas de voile. Vous parlez aussi d'un dénommé Scarla, qui est devenu, vous dites, PDG d'une PME de tueurs, depuis la prison. Alors, parlez-nous un peu de cet individu. C'est un des chefs de la DZ Mafia? Non, alors lui, il était dans le plan adverse. D'accord. Il était, plan Yoda. Effectivement, il a organisé depuis la prison une série de meurtres. En trouvant des logisticiens, donc il trouvait les voitures depuis la prison, les armes, les tueurs, tout ça est organisé à partir des téléphones. Et lui, c'est vraiment une agence du télétravail en prison. Au départ, il travaillait pour Yoda, et puis après, il s'est mis à son compte personnel. Donc, il a organisé comme ça des meurtres dans toute la France pour d'autres groupes criminels. Donc, c'est de la sous-traitance. Et c'est de la sous-traitance, tout à fait. Mais de toute façon, aujourd'hui, et ça, c'est depuis le Covid, il y a eu un basculement. C'est-à-dire que la criminalité organisée a vraiment changé à ce moment-là. La sous-traitance est devenue le mode opératoire principal, parce qu'il ne pouvait pas se déplacer, etc. Et donc, on a utilisé comme ça donc les vendeurs, des guetteurs qui traversent la France. On appelle ça des jobbers. C'est des petites mains du trafic qui traversent toute la France comme ça pour aller dealer, guetter et tuer. Et ça, c'est vraiment très nouveau. Comment l'administration pénitentiaire laisse faire ça? Parce que c'est tous ces téléphones qui circulent en prison, on laisse faire. L'année dernière, 55 000 téléphones et accessoires ont été saisis en prison. Évidemment, il y a aussi cette idée que le téléphone, ça achète un peu la paix sociale. Hein. Il y a aussi les policiers qui écoutent, sonorisent les cellules, parce qu'ils savent que les détenus ont des téléphones, donc ils sonorisent les cellules et ils apprennent beaucoup de choses sur les affaires, etc. Donc il y a ça aussi. Donc on laisse faire. Pas toujours, parce que le problème, si vous voulez, c'est que quand vous avez 85 meurtres qui sont en 2023 qui sont commandités de la prison, ça devient un vrai problème. Voilà, on parle de brouilleurs, mais il y a à peu près 40 prisons qui ont des brouilleurs. Puis le brouilleur, c'est un problème parce que vous avez des gens qui parfois habitent autour des prisons, donc ils n'ont plus de communication. Donc tout ça est très compliqué. Et puis ces téléphones n'arrivent pas, contrairement à ce qu'on a longtemps dit par les familles ou par loi, etc. Non, ils arrivent, publicité interne, surveillant, corruption. Oui. Mais quand vous gagnez 2000 € par mois et que y a un type, un trafiquant qui vous proposer 20 000 pour avoir un téléphone, c'est difficile de résister. Effectivement, le premier cercle touché par la corruption, c'est le cercle pénitentiaire. Et on voit des choses dingues. Vers Aix-en-Provence, qui est une prison de narcos. Hein. Il y a des surveillants qui sont achetés par les détenus. Donc, oui, une corruption importante dans le milieu pénitentiaire, mais pas seulement. Les policiers aussi. Ah oui, les policiers. Vous avez dit que certains policiers étaient sollicités pour avoir des informations sur des affaires.
par des narcos. Oui, tout s'achète. Et si vous avez de l'argent, c'est ça le problème. Ils ont beaucoup d'argent, donc ils peuvent acheter, effectivement, avoir un accès à un fichier. Ils ont réussi à avoir les adresses d'autres trafiquants grâce à la police, grâce à certains policiers, notamment un policier de la DGSI qui a vendu comme ça sur le darknet des informations confidentielles, des adresses à d'autres trafiquants. Donc il y a la corruption là, il y a une corruption chez les greffiers, les douaniers. Le problème c'est que si un jour vous avez le malheur d'accepter de passer un téléphone en prison par exemple, ou une info dans un fichier de police, ils vous tiennent, c'est fini. Et ils vous demandent toujours plus. Et Donc c'est à la fois de l'argent et des menaces. Des menaces, des appartements incendiés. La semaine dernière, vous avez quand même le chef de la détention adjoint des Baumettes, qui, pour avoir collé 20 jours de mitard à un des chefs de la DZ Mafia, a failli se faire flinguer. Vous avez un commando avec deux jeunes, 17 et 21 ans, armés, qui ont été interpellés juste à côté de son domicile. On est à un point de bascule. Il y a une telle asymétrie entre les moyens dont dispose la police et la justice et les moyens dont disposent les trafiquants, que si on laisse faire et si on ne prend pas des mesures très importante, si le système judiciaire ne change pas la façon de travailler, pas vers effectivement une déliquescence de l'état de droit, avec une corruption, avec des trafiquants qui vont infiltrer les institutions, l'économie traditionnelle. C'est commencé déjà. Il y a beaucoup de gens qui prônent aujourd'hui d'attaquer les trafiquants portefeuille, mais c'est pas que les trafiquants, c'est l'entourage qui blanchit. Il y a aussi des banquiers qui ferment les yeux, il y a des notaires, les agents immobiliers. Ces gens-là blanchissent. Et ils blanchissent à l'étranger, beaucoup. Il y a 3 semaines, vous avez 1,2 million qui a été saisi en liquide dans une voiture de ce qu'on appelle les salafs. C'est transporteurs de fonds. C'est ça, les transporteurs de fonds, les salafs. Eux, ils sont jamais attaqués, non? Ou alors par d'autres trafiquants. En fait, ils ont beaucoup plus peur des autres trafiquants que de la police. Le cas de Mohamed Amra, par exemple. Très intéressant, Mohamed Amra, c'est celui qui s'est évadé la prison, qui a son commando pour le faire évader, qui a tué 2 surveillants. Lui, typiquement, on l'a pas vu arriver. Ils avaient des grosses affaires de trafic d'armes, affaires de meurtre, une à Marseille, une à Dreux, une autre dans le Nord d'Enfant. Tout ça n'était pas relié. Il n'était pas particulièrement surveillé, Non, c'est ça, ouais. pas du tout surveillé, enfin, c'est complètement tous les radars. Et ça n'arrive pas à l'interpeller. Pourquoi? Parce que ce type-là, depuis il est dans le trafic, il a l'habitude de planquer, de fuir les autres trafiquants. Parce que quand vous êtes un caïd aujourd'hui, que vous êtes dans le trafic de drogue, vous vous mettiez en permanence du rival, ou même de votre associé. Et donc, vous changez de téléphone sans arrêt, voire toutes les semaines. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine complicité des autorités, au sens où parfois on entend des flics dire il vaut mieux qu'il y ait un peu de trafic de drogue en banlieue, que ça se tienne, enfin qu'il n'y ait pas trop d'émeutes, disons même que si on supprimait le trafic de drogue dans les banlieues, que ça deviendrait des fournaises. C'est déjà des fournaises, mais oui, ça a été longtemps le calcul. Je pense qu'on a acheté la paix sociale en fermant les yeux sur le trafic de drogue. On l'a laissé se développer, sauf que maintenant on a l'effet boomerang et que là, on est complètement dépassé. Aujourd'hui, vous avez des trafiquants qui font la loi. On parle des opérations place nette, mais c'est très illusoire. Pour faire des opérations place nette, ces opérations de démantèlement de réseau, il faut savoir que quand vous démantelez un réseau, immédiatement derrière, vous en avez un autre qui se crée. On en est là. Dans le monde, aucun pays n'a gagné la guerre contre la drogue. Aucun pays. Vous êtes optimiste? Non, mais c'est la vérité. La DEA, on parle toujours de la DEA, donc les polices américaines, mais ils n'ont pas gagné la guerre contre la drogue. Personne dans aucun pays. Donc la France peut limiter les dégâts. Depuis le début octobre, la police a arrêté à Marseille 120 trafiquants, 75 qui ont été en détention, le reste sous contrôle judiciaire. Tous les chefs de ces réseaux, ils sont en prison déjà. Ils sont en perpète. Ils resteront à vie en prison. Mais c'est pas un problème, parce que ils continuent à gérer les affaires et à commanditer des mœurs de la prison. C'est pas un problème pour eux. Ils sont en prison. Ils sont en prison quasi à vie. On peut les mettre en examen 1, 2, 3, 5, 6 fois, ce qui est le cas. Les chefs de la DZ Mafia, Amin Wallan, par exemple, le chef opérationnel aujourd'hui de la DZ Mafia, il est 7 fois mis en examen. Les policiers pensent qu'il a commis 50 meurtres. Enfin, fait commettre. Il s'échappe pas? Mais peut-être qu'un jour il s'échappera. Il est surveillé, sauf que à Valence, quand il était à Valence, il a réussi, depuis la prison, à faire en sorte que la DZ s'implante dans les quartiers de Valence.
Il a commandité tout un tas de meurtres. On raconte dans le livre une histoire terrible qu'il est mis en examen par une juge marseillaise qui le convoque. Donc il est à la prison de Valence et on lui avait pas dit qu'il ne reviendrait plus à Valence. Que la juge allait décider de le mettre dans une autre prison au Beaumet parce que elle avait compris que de Valence il faisait ce qu'il voulait et qu'il commandait tous les meurtres de la deuxième mafia depuis Valence. Il se retrouve dans le bureau de la juge d'instruction. La juge d'instruction le met en examen pour la énième fois, pour un meurtre. Elle lui dit, bon, mais monsieur, j'ai décidé de vous transférer. Il s'est levé, il a craché dessus. Il lui a craché dessus et les policiers ensuite ont eu beaucoup de mal. Ils ont appelé le raid pour pouvoir le transférer au Beaumet. Alors en plus, ils se diversifient, cette mafia. Vous avez été en pointe dans une enquête sur le rappeur marseillais, là. Racontez-nous un peu. C'est un groupe criminel qui devient un groupe mafieux et qui élargit ses activités classiques à l'extorsion, aux raquettes. Il multiplie ses activités. On met la main sur des établissements de nuit, des boîtes de nuit, des restaurants, des bars, les arts du rap qui, évidemment, a frayé longtemps avec un peu la criminalité organisée. Et journalistiquement, c'est très intéressant parce qu'ils racontent vraiment ce qui se passe. Il faut vous écouter John, vous écoutez tous ces rappeurs, SCH, il est racketté maintenant. Bon, ils frayaient, ils viennent souvent du même milieu, hein. Donc, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Sur les rappeurs, il y a SCH, depuis 7 ans, il avait des menaces, dit qu'il n'a jamais payé, on pense qu'il avait déjà payé, des voyous, mais là, ils sont passés à la vitesse supérieure, puisqu'à la Grande Motte, après un concert, ils ont tué, pour lui mettre la pression pour qu'il accepte de payer, il met 300 000 euros, ils ont tué un de ses proches, à la sortie d'une discothèque, où il venait de se produire. Et donc, ces extorsions, en général, on propose de changer de service d'ordre, donc une boîte de nuit, on propose un service d'ordre pour avoir la main sur la boîte. Si le patron refuse, eh bien, c'est des menaces, et c'est des fusillades, comme dans la Drôme récemment. C'est toujours les aides qui est derrière. Aujourd'hui, vous avez des établissements dans la Drôme, de discothèques, qui sont rackettés par la DZ Mafia. Et s'ils ne veulent pas, hop, on mitraille l'entrée de la boîte, on tue un jeune rugbyman qui n'a rien à voir avec l'histoire, évidemment. Voilà, c'est toujours le même système, c'est-à-dire maintenant il va falloir que tu payes, c'est temps, si tu veux pas, on te menace, on tue tes proches. Et vous, alors? On vous a jamais menacé ou proposé un peu d'argent, non? On vous demande pas la somme, mais... L'argent, non. Mais une enquête a été ouverte. Après la publication du livre pour menaces et actes d'intimidation, c'est un renseignement pénitentiaire qui est remonté jusqu'au parquet de Marseille. En fait, le fameux Amine Wallan, qui au téléphone, qui est évidemment écouté. Des aides-mafia, hein. Des aides-mafia, c'est plein de portraits qu'on trace cette nuit. On a une autre enquête qui est menée par l'IGPN pour connaître nos sources, qu'il y a des justiciables, mais ces justiciables, ce sont les caïds, dont on parle dans le livre, qui ont porté plainte. J'ai vu que vous disiez, ça fait 30 ans que je viole le secret de l'instruction, je crois que c'est sur France Inter que vous avez dit ça. Comment vous obtenez toutes ces informations? Alors, moi, quand j'étais jeune journaliste, j'étais passionné par les faits divers et j'ai bossé dans les faits divers pendant quelques années. À l'époque, les flics parlaient beaucoup. Je crois que c'est moins le cas aujourd'hui. C'est plus les avocats. C'est pas de nom, mais qui est-ce qui vous informe? Ça peut être des juges, ça peut être des policiers, ça peut être effectivement des avocats. C'est un peu tout le monde. En général, c'est pour la bonne cause. Un policier aime bien parler de ses affaires, les affaires qu'il a résolues. Donc, il a tendance à nous voir parler. Et les voyous, ils vous informent aussi, les voyous? Il y a des voyous qui nous informent. Ouais. Moi, j'ai quelques sources voyous. Faillide, un nom d'être faillide, je me connais bien. Je l'ai interviewé plusieurs fois, même en prison. Alors, pour conclure, j'ai envie de vous poser une question sur les solutions. Alors, si effectivement les journalistes avaient des solutions, ils se retrouveraient vite au chômage. Mais ça fait un moment que vous travaillez dans cet univers du narcotrafic. Est-ce que légaliser le cannabis, c'est une solution? On a tout essayé, hein, et c'est un échec. Moi, je suis pas contre la légalisation. Déjà, parce que ça rapporterait beaucoup d'argent à l'État, et ce qui permettrait de renforcer les moyens de la justice, de la police. Ça marche aux Pays-Bas ou pas? Non, ça marche pas. Et parce que c'est les trafiquants qui se sont occupés de cette histoire-là. Je pense qu'au Canada, c'est l'exemple est meilleur parce que c'est l'État qui contrôle. Pourquoi pas essayer? Ça rapporterait beaucoup d'argent. Après, ça n'arrêterait pas le trafic de drogue, hein, parce que le cannabis aujourd'hui,
très très fort, hein, un taux de THC très important. On pourrait pas, d'un point de vue de santé publique, mettre la marchandise qui est aujourd'hui en vente dans des coffee shops. Les trafiquants continueraient à trafiquer des drogues qu'on pourrait pas légaliser. Mais déjà, on pourra limiter les dégâts et surtout leur prendre de l'argent. Et puis, l'heure est grave, et vraiment, il faut se doter de nouveaux moyens. Faut leur prendre leur argent, s'attaquer à leur patrimoine, au patrimoine de leur famille, empêcher les gens qui blanchissent de continuer à blanchir. Voilà, il faut trouver de nouvelles solutions pour leur prendre l'argent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que aujourd'hui, il faut que l'État, la justice, prouve que, en fait, les appartements, les voitures, l'argent qui se trouve sur les comptes, etc., proviennent de l'argent de la drogue. C'est la preuve, et faire en sorte que ce soit eux de prouver que cet argent vient d'autre part que de la drogue. D'accord. Est-ce que vous pensez que la justice est trop laxiste, comme certains le disent? Par exemple, on parle beaucoup de l'excuse de minorité qui permet à un certain nombre d'hommes de main du trafic d'échapper, notamment ces tueurs à gages, d'échapper à des condamnations sévères. Est-ce que vous pensez qu'il faut renforcer les condamnations? Est-ce que vous pensez qu'un procureur dédié aux stupéfiants, est-ce que c'est une solution? Est-ce qu'il y a une réforme un peu du système judiciaire à mettre en place? Il faut une réforme, oui, très importante. Alors là, pour même, il y a cette histoire de parquet national, je pense que c'est une bonne chose, anti-stupéfiants ou anti-criminalité organisée. Mais là, il faut un plan Marshall. Un plan Marshall. Il faut un plan Marshall, il faut vraiment pour revoir vraiment le système judiciaire, parce que les policiers ils font leur boulot, la justice aussi. Le problème, c'est l'étanchéité des prisons. Il faudrait créer des quartiers. En fait, ce qu'on a fait pour la lutte contre le terrorisme, il faudrait le refaire. On a été très focalisé sur la lutte antiterroriste, à juste titre. Mais aujourd'hui, la criminalité organisée tue beaucoup plus que le terrorisme, mais beaucoup plus. Mais on a délaissé la criminalité organisée, on n'a pas vu qu'elle avait muté. Pas de volonté politique. Oui, ou un aveuglement. Et aujourd'hui, il ne faut plus être aveugle. C'est un rapport du Sénat qui le dit, une commission qui a été très sérieuse, qui a beaucoup travaillé et qui le dit. C'est-à-dire, il faut changer son dispositif, il faut s'attaquer au patrimoine des trafiquants et de leurs familles et à tous ceux qui blanchissent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'argent de la drogue s'infiltre dans l'économie. Y compris en France. Aujourd'hui, en France, vous avez de plus en plus d'argent sale qui s'infiltre dans l'économie traditionnelle. Notre invité en septembre, Thierry Frémaux, Sylvain Lecane, a lancé cette phrase qui a un peu surpris. Avant de vous allumer un joint, réfléchissez aux conséquences. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une campagne d'information et, j'allais dire, d'éducation en direction des consommateurs? Parce que je veux dire, on a tous des enfants ou des petits-enfants ici. Il y en a beaucoup qui fument des joints régulièrement. Est-ce que c'est pas eux, finalement, qui peuvent être une clé pour essayer de contenir ce trafic de stupéfiants? Et aussi des journalistes. Et oui, et des hommes politiques et des acteurs. Mais oui, non, mais il faut que les gens aient conscience, effectivement, que, comme on disait, Ontario, il y a du sang sur un joint. C'est 5 millions de consommateurs au minimum de cannabis en France. 5 millions, c'est beaucoup. Voilà, il y a du boulot. S'attaquer aux consommateurs, pourquoi pas, mais c'est déjà un peu fait. Il y a des amendes. En général, ils ne sont pas payés, très peu. Non, mais comment on fait, par exemple, qu'on en a fait avec un certain succès pour le tabac? On peut faire des campagnes de communication. Le tabac illégal. Mais le problème de la drogue, c'est que c'est illégal. Donc, c'est difficile. On peut dire que le cannabis tue, hein? Oui, tue les innocents, effectivement. Mais une fois que vous avez dit ça... Donc, pas de solution, en fait, sauf une prise de conscience politique. Des moyens, de gros moyens, mis en place, et à tous les niveaux, parce que, pas que répressif, parce que, évidemment, la répression est très importante, mais il faut de la prévention, parce que, encore une fois, vous avez tous les jours des gamins de 10, 11, 12 ans qui quittent le circuit scolaire, qui restent dans leur quartier, et qui deviennent des guetteurs, des petits dealers, etc. Ce qui est terrifiant, c'est que tous les tueurs à gages dont on parle, là, ils sont tous passés par des structures judiciaires ou l'aide sociale à l'enfance. Souvent des victimes, avant d'être des auteurs, très jeunes, victimes de leurs parents, de la violence. Souvent, on les connaît d'abord comme victimes. Le gamin, là, de 14 ans qui a tué le chauffeur de BTC,
il était depuis l'âge de 9 ans à l'aide sociale à l'enfance. À 14 ans, il devient un tueur à gages, il va tuer un VTC. Seulement 25% des mineurs qui étaient protection judiciaire de la jeunesse, liés au trafic de drogue, étaient scolarisés. Ils sont mineurs, ils sont dans une structure d'État et ils vont plus à l'école. Il y a une déficience des structures qui sont censées prendre en charge des gamins qui commandent à la délinquance et ça ne marche pas. Et parfois même, ces structures fabriquent de la délinquance. Peut-être qu'il faudrait prendre l'argent des trafiquants en légalisant et se doter de structures performantes, parce que ça vous demande évidemment beaucoup de moyens de faire de la prévention. Il faut empêcher les gamins de tomber dans la criminalité organisée. Pour ça, il faut des structures, il faut des moyens. Et ça, si vous attaquez pas à ça, vous n'en sortirez jamais.